Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Pédocriminalité, la traque, c'est le titre du documentaire glaçant diffusé sur Arte. On reçoit Laetitia Oana, sa réalisatrice, ainsi que Véronique Béchu, chef du pôle stratégique de l'Office mineur sur notre plateau. Les territoires dits ultramarins à l'honneur de la prochaine Nuit Blanche qui sera donc ce samedi dans toute la France. On reçoit sa directrice artistique dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique, Guillaume Ouattara nous emmène dans un tour du monde des news de l'éducation. Mais avant cela, place à l'actualité de ce qui se passe en France avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec le service national universel qui fait à nouveau parler de lui, cette fois pour des dysfonctionnements graves. Plusieurs plaintes ont été déposées. C'est nos confrères du Parisien qui révèlent cette information assez incroyable, il faut le dire. Des jeunes ont participé il y a quelques semaines au service national universel dans le nord de la France. Ils venaient majoritairement de régions parisiennes et ils ont remonté une situation glaçante, les jeunes et leurs encadrants. D'abord, situation glaçante justement sur la situation de ces encadrants recrutés, semble-t-il, à la va-vite, comme l'explique Dominique, que son nom a été modifié par les journalistes du Parisien. Il a été encadrant de cette session du SNU et il explique normalement les adultes ont une semaine de préparation avant l'arrivée des stagiaires. Ça n'a pas été fait cette fois. Le vendredi avant l'arrivée des jeunes, la direction cherchait encore une personne à embaucher et j'ai moi-même été recruté à l'arrache, fin de citation. Et puis les coulisses du séjour, elles laissent un petit peu à désirer. Le service national universel, vous le savez, c'est un moment de communion autour des valeurs, notamment de la République. Eh bien, voilà ce que raconte toujours ce même encadrant. Je n'avais jamais vu ça. Il y avait des jeunes qui sifflaient le drapeau. Je me demande encore pourquoi ils étaient là. Il y avait des tuteurs beaucoup trop proches des jeunes et des cadres de compagnie qui n'épousaient pas vraiment les valeurs républicaines. Ils cherchaient juste un boulot. Ainsi, des éducateurs ont été surpris un soir en train de consommer de la drogue avec certains des jeunes. Eh bien oui, tout cela est vrai. Pris la main dans le sac, ils ont été virés, évidemment, ces encadrants du séjour. Et eh bien, ils ont décidé de se venger en mettant le camp à sac, c'est-à-dire qu'ils ont complètement vandalisé le camp du SNU. Les mêmes encadrants qui avaient été recrutés à la va-vite. La situation, elle a été reprise par des référents régionaux, mais l'un des jeunes qui témoigne dans le Parisien a été victime d'une ratonnade, d'une baston de la part de ses camarades, puisqu'il était accusé d'avoir dénoncé les encadrants qui avaient consommé de la drogue avec les jeunes. Plusieurs plaintes, dont celle de ce jeune homme, ont été déposées. D'autres séjours du SNU sont sous le feu de critiques, avec par exemple des plaintes pour agression sexuelle. Rappelons que le gouvernement souhaite généraliser sous peu ce dispositif. Et on consacrera évidemment une émission sur ce sujet. Le chiffre du jour, désormais, 25% des élèves de seconde ont trouvé un stage à 3 semaines de la date butoir, ce qui pose évidemment des questions sur la mise en place du dispositif. Puisque qui dit 25% des élèves ont trouvé un stage, dit 75% n'en ont pas trouvé. C'est en tout cas les chiffres de France Culture qui s'est renseigné auprès de sources syndicales. Donc, vous le savez, ce stage doit être réalisé à partir de la mi-juin pour une période de 2 semaines. Beaucoup d'élèves sont toujours en train de le rechercher et n'ont rien pour le moment. Grégoire Ancel, président de la FCPE, s'inquiète. Ça va se résumer par des stages Netflix, Amazon Prime ou Disney+, clairement sur le canapé pendant 15 jours. Le ministère de l'Éducation nationale ne commande pas ces chiffres. Il explique qu'il reste des offres à consulter toujours sur le site Un jeune, une solution. Et puis, pour les élèves qui n'auront rien trouvé, ils pourront toujours venir dans leur établissement. Sauf que, ce que disent les établissements, c'est que ça va être difficile de les accueillir puisqu'il y aura en même temps les épreuves du bac. Poursuivons cette édition en Alsace où les familles et les personnels enseignants craignent de ne pas pouvoir faire de kermesse en cette fin d'année. C'est pourtant le rituel dans de nombreux établissements scolaires, vous le savez, pour saluer l'arrivée de l'été, la kermesse, les défilés de déguisements, parfois les spectacles de fin de l'année, avec le plan Vigipirate porté au maximum. Beaucoup d'écoles alsaciennes annule tout simplement ces festivités. Il faut dire qu'au mois d'avril dernier, souvenez-vous, la région a subi une attaque au couteau avec un homme qui a blessé des jeunes élèves qui sortaient d'une école. Et tout le monde y met son grain de sel. Du coup, les directeurs académiques de l'éducation nationale ont pris contact la semaine dernière avec les directeurs et directrices d'école du Bas-Rhin. Un mail a aussi été envoyé au chef d'établissement du Haut-Rhin. Et la préfecture, elle, est en lien avec l'éducation nationale qui est en lien aussi avec la mairie de Strasbourg. La conséquence, c'est que tout simplement, les kermesses hors temps scolaire
scolaires sont fortement déconseillés. L'an dernier, c'était école ouverte. On acceptait tout le monde, les tontons, les tatas, les voisins. Voilà ce que dit le directeur d'une école primaire à France Bleu Alsace. On fait cela depuis 17 ans et cette année, cela va changer. Les portails de l'école seront fermés et nous n'accepterons plus que les parents des élèves qui présentent le spectacle. Du côté de la ville de Strasbourg, on indique qu'il n'y aura sans doute pas d'annulation, mais simplement des mesures de sécurité qui seront renforcées. Terminons ce journal à Bordeaux où le plafond d'un lycée s'est effondré pendant 1 heure, ne causant heureusement que quelques blessés légers. Oui, c'est à peine croyable. Là aussi, l'expression « le ciel est tombé sur la tête » prend toute son illustration au lycée Mirail de Bordeaux où vendredi dernier, on a frôlé la catastrophe. Il est 8h45 lorsque le plafond d'une salle de classe s'effondre et tombe heureusement sur les affaires des élèves puisque... Heureux coup du hasard, l'enseignant avait fait se déplacer les élèves et déplacer les tables puisqu'ils devaient tous incarner une chorégraphie. Plus de peur que de mal donc pour cet incident qui aurait pu faire de nombreux blessés mais qui a fait en tout cas de nombreux choqués du côté des élèves dont 3 ont été transportés à l'hôpital parce qu'elles avaient inhalé de fortes quantités de poussière. Merci beaucoup Guillaume. Un enfant sur 3 a été sollicité sexuellement sur Internet. 88 millions d'images pédocriminelles circulent tous les jours dans le monde via les réseaux sociaux. Le fléau est tentaculaire et la tâche paraît immense. Je vous propose aujourd'hui d'en discuter avec la réalisatrice d'un documentaire édifiant ainsi que d'une intervenante, les grandes figures de la lutte contre la pédocriminalité. C'est tout de suite dans le Grand JT. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Laetitia Onona. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la réalisatrice de ce documentaire dont on a parlé juste avant, Pédocriminel, la traque. Véronique Béchu, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes commandant de police, chef du pôle stratégique de l'Office mineur, également l'autrice de Derrière l'écran, combattre l'explosion de la pédocriminalité en ligne. Une policière lance l'alerte et c'est stock. 22 ans que vous faites ce métier, on va en parler bien entendu. Laetitia Onona, je disais, vous êtes donc spécialiste des violences sexuelles. Vous avez enquêté dans 8 pays pendant 4 ans afin de cerner l'effroyable réalité, il n'y a pas d'autre mot, de la pédocriminalité sur Internet. Un film qui exhorte à ne plus détourner le regard, détourner les yeux de ce phénomène de masse qu'on dit aussi bien terrifiant que systémique. Et c'est vous qui le dites et vous en parlerez juste après. On regarde ces images. Tout pédocriminel fait partie de la société. Ces individus-là sont les personnes que vous côtoyez au quotidien. J'ai vu l'ampleur des abus ne cesser d'augmenter. J'ai vu l'âge des victimes diminuer de plus en plus. Sans frontières ni régulation, Internet a entraîné l'explosion d'un fléau mondial, la pédocriminalité. Maintenant, les pédocriminels se regroupent en communauté sur le web. Et c'est encore plus dangereux, car ça renforce leurs pulsions et leurs fantasmes. Derrière leurs écrans, les enfants sont des proies bien réelles pour des prédateurs sans limite, qui profitent d'un anonymat sans cesse renforcé par la technologie. Je ne comprends pas comment ces PDG de l'industrie de la tech peuvent se réveiller tous les matins en se disant « c'est génial, tout va bien ». Face à l'ampleur du phénomène, la communauté internationale s'organise. Ce film est le fruit de 4 ans d'enquête dans 8 pays, de la France aux Philippines, en passant par l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, aux côtés des services de police et des organisations qui traquent les prédateurs et luttent au quotidien pour la sécurité des enfants. Un documentaire absolument édifiant, formidablement bien réalisé. Et en dehors des images, je voudrais avant tout qu'on parle des chiffres. Ces chiffres sont tout à fait éloquents, ils sont incontestés, incontestables. Un enfant sur 3 dans le monde est sollicité sexuellement sur Internet. 1 sur 5 est victime de violences sexuelles en ligne ou hors ligne. Un homme sur 6 a des attirances sexuelles pour les enfants. Et je n'emploie pas le conditionnel, hein, c'est bien du présent, de l'indicatif. Un homme sur 10 est déjà passé à l'acte. Est-ce que vous connaissiez, Laetitia Onona,
avant d'enquêter, puisque je disais vous êtes spécialiste des violences sexuelles faites aux femmes mais aussi aux enfants, mais est-ce que vous aviez vraiment la notion de l'ampleur, on dit du phénomène, mais c'est pas du phénomène, c'est de l'horreur tout simplement? Pas à ce point-là, clairement. J'en avais l'intuition très forte, notamment quand j'ai beaucoup travaillé sur la pédocriminalité et donc sur l'inceste. Et déjà, en France, 1 Français sur 10 est victime d'inceste. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Dans une classe de 30 élèves, ça fait 3 enfants. Donc très clairement, s'il y a beaucoup de victimes, il y a aussi beaucoup d'auteurs. C'est mathématique. Donc après, sur Internet, non, je n'avais pas vraiment la mesure de ça. Cette étude australienne d'un homme sur 6 qui a une attirance et un homme sur 10 qui est passé à l'acte. En tout cas, c'est venu poser clairement des chiffres. Et les chiffres sont têtus. Donc il était vraiment temps de prendre cette réalité aussi à bras-le-corps, de la montrer dans tout ce qu'elle a de plus cru aussi et de plus terrifiante. Mais effectivement, c'était très important de mettre le doigt dessus. Une réalité que vous connaissez bien, Véronique Béchu, puisque donc je disais, ça fait 22 ans que vous travaillez sur ce sujet absolument terrifiant. Est-ce qu'on est dans une phase qui est de plus en plus inquiétante, ou est-ce qu'on aurait tendance à dire que les États, les pouvoirs, les décisionnaires ont enfin compris qu'il fallait s'atteler à la tâche et donc ont mis en place des systèmes de protection de l'enfance un peu partout dans le monde? Alors, il y a 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, on est dans une phase ascensionnelle dans la pédocriminalité en ligne. D'une part, parce qu'il y a eu la phase Covid qui a fait exploser les phénomènes en ligne, puisque les pédocriminels étaient enfermés chez eux et donc ils n'avaient accès aux enfants que par le biais d'Internet. Et les enfants étaient aussi enfermés chez eux, donc étaient aussi sur leurs ordinateurs. Et nous avons pu constater, notamment avec le rapport qui a été rendu récemment sur l'usage des écrans par les enfants, que les enfants sont ultra connectés et de plus en plus jeunes, avec aucune notion de sécurité dans l'utilisation de leurs outils numériques. Donc il y a ça. Il y a un petit frémissement dans la prise en compte des choses, notamment en France, puisqu'il y a eu la création de ce nouvel office mineur en septembre 2023. Auparavant, nous étions 18 fonctionnaires de police pour traiter de la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne. Actuellement, nous sommes 45 et à terme, nous devrions être 85 au service central avec des antennes de ce service spécialisé partout en France. C'est quand à terme? À terme, en 2025, on devrait déjà être 85 et puis il y a les créations donc, de ces sous-structures qui seront nos relais en territorial et avec lesquels nous allons travailler étroitement. On se pose toujours la question de savoir si c'est utile de montrer les images, si c'est utile de parler, si c'est utile de déverser aussi ce flot d'angoisse, de crispation. Enfin, quand j'ai vu ce documentaire, j'en avais vraiment les larmes aux yeux, j'avais le ventre serré. Je l'ai montré aussi à mon fils de 13 ans, volontairement pour qu'il voit ce que c'est, parce que j'en parle souvent avec lui. Mais voilà, on est tous dans cette situation de se demander si c'est important ou pas. On a la réponse, oui, il faut en parler. Mais vous avez, et c'est pour ça que je me permets de rebondir tout de suite, vous avez fait quelque chose, Véronique Béchu, à l'occasion d'un colloque sur la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne. Vous avez projeté une carte qui relate en temps réel le téléchargement de contenu pédopornographique. Et on voit en fait des points rouges qui scintillent partout en quelques minutes. Vous l'avez vu, cette image? C'était même le point de départ de mon enquête, très honnêtement. En fait, j'avais vraiment l'intuition, comme je disais tout à l'heure, qu'il fallait s'intéresser à ce sujet, que c'était vraiment ce qui était le plus vif. À ce moment-là, on était en 2020. Et je vais à un colloque organisé par le Centre de victimologie pour mineurs, où Véronique était là. Et elle fait sa présentation. Je pense qu'on était 200 dans la salle. On était tous scotchés à notre fauteuil, littéralement. J'ai regardé la carte de France avec tous ces points. J'ai regardé la région parisienne. J'ai regardé automatiquement où est-ce que j'habitais. J'ai vu tous ces points. Et là, je me suis dit, OK, là, il y a une véritable urgence à faire un documentaire et à montrer les choses. Évidemment, en préservant l'anonymat des victimes. Ces images, elles sont difficiles. Je ne les ai pas regardées tout de suite. Même moi, je me suis préservée longtemps. Mais tous les professionnels... Qu'elles ne sont pas floutées. Vous avez flouté après. Moi, je les ai vues pas floutées, ouais. Et voilà, ça n'a pas été simple, évidemment. Mais tous les professionnels que je rencontrais me disaient « tu comprendras quand tu verras ». Et c'était vrai. C'était vrai. Donc, effectivement, pour une diffusion télé, on floute et heureusement, il faut préserver les victimes. Mais je crois qu'il est temps de dépasser les mots et de voir. Véronique Béchu, il fallait que vous arriviez à cela, justement, à une image extrêmement choc, pour que aussi les politiques, les décisionnaires dont on parle, prennent conscience. Bien sûr. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand il y a une visite officielle au sein de l'unité. C'est que la première chose, c'est qu'on montre la carte de France avec ces échanges de contenu pédocriminel en temps réel. Et le premier à l'avoir vu, c'est donc l'ancien secrétaire d'État à la protection de l'enfance, Adrien Taquet. Et il dit
régulièrement qu'il n'est pas sorti indemne de cette visite au sein de l'unité parce qu'il a pu constater de visu qu'à côté de chez lui, il y avait des individus qui échangeaient ces contenus. Et que donc c'est effectivement à proximité du domicile de chacun, avec nos enfants, susceptibles d'être victimes de ces individus. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Derrière l'écran, ce qui suppose effectivement qu'on parle vraiment de ce qui se passe sur les réseaux, sur Internet. Là, pareil, c'est la même chose. On parle de pédocriminels, la traque, mais c'est aussi la traque évidemment en ligne. L'essor de cette traque, on en parle très souvent sur les plateaux de télévision, mais est-ce qu'on peut redire en quelques ondes quand même à quel point l'essor des réseaux sociaux et d'Internet a joué finalement dans cette criminalité? Véronique Béchu. Alors, elle a joué oui et non, parce que ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il n'y a pas deux sortes de pédocriminalité. Il n'y a pas la pédocriminalité qui se passe en ligne et la pédocriminalité dite classique au sein des familles, dans le cercle de confiance des victimes. C'est la même chose. En fait, Internet n'est qu'un vecteur permettant d'amplifier les phénomènes pédocriminels, d'en créer de nouveaux, parce que ça permet une accessibilité et une immédiateté du contact avec l'enfant qui est exacerbée. Mais il faut vraiment bien comprendre que ce que nous, on voit passer comme contenu pédocriminel, parmi les réseaux, sur les jeux en ligne, dans le métaverse, etc., ce sont des contenus issus d'abus sexuels qui sont perpétrés dans le cercle de confiance et principalement dans le cercle familial. Et d'ailleurs, vous illustrez ce phénomène avec la petite Aileen, enfin je dis la petite, elle avait 16 ans, mais elle était évidemment mineure. Et Yann... Pardon ? 14 ans. 14 ans, pardon. Et Yann P., son meurtrier et violeur. Vous racontez donc le processus, le premier échange, la première photo, puis l'engrenage jusqu'à la mort. Sur Snapchat, il la contacte une fois et en 3 mois, ils échangent 7000 messages. Et c'est vraiment une ado comme n'importe laquelle d'entre nos filles, en fait, clairement. Et donc, elle s'est laissée complètement happer par cet homme, par ses messages, laisser convaincre d'envoyer le premier nude. Et alors là, à partir de là, le piège est complètement refermé sur elle. Il lui a fait une énorme pression, beaucoup de chantage, jusqu'à vraiment conduire 300 km pour venir la chercher quasiment de force chez elle et l'emmener, tenter de la violer et finir par l'étrangler. Donc effectivement, tout ça, c'est parti d'un premier message sur Snap. Effectivement, c'est le cas d'Aileen et aussi de beaucoup d'autres enfants dont vous racontez la triste histoire. Et ce qui est frappant, c'est la fragilité en quelques heures d'une situation qui bascule. Puisque vous parlez d'un autre enfant, pardon, j'ai oublié son prénom. Voilà, mais en quelques heures. Dany, en 3 heures, il a mis fin à ses jours parce qu'il pensait discuter avec une jeune fille sur Insta. Ils se sont, comme on dit, un peu chauffés sur webcam. Et en fait, au bout de 3 heures, il a fini par se suicider parce que c'était des escrocs, des brouteurs, quelque part au Sénégal, qui ont profité de ça pour lui réclamer de l'argent. Il n'a pas su comment s'en sortir. Il a mis fin à ses jours. Et c'est pas un cas isolé. Des suicides de gamins victimes de sextorsion, il y en a beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est tout le principe de manipulation. Parce que souvent, les enfants, en fait, et les parents aussi d'ailleurs, se disent non, mais non, c'est bon, mon enfant, il ne passera pas vraiment là-dedans, etc. Sauf que dans le documentaire, le docteur Michael Bourque, je crois, dit, il est psychologue, il explique que l'enfant parle d'amitié à l'encontre de son prédateur. Ça en dit effectivement très long sur effectivement la solitude des mineurs, le processus d'engrenage et la manipulation. Oui. En fait, il faut savoir que 75% des enfants considèrent que leur vie en ligne est leur vraie vie. Que ce qu'ils vivent à l'école, que ce qu'ils vivent à la maison, c'est autre chose, mais que leur vie, vraiment, se passe en ligne. Et c'est pour eux, leurs amis sont en ligne. Leurs amis réels, bien qu'ils ne les aient, pour la plupart, jamais rencontrés. Donc c'est vraiment ça qu'il faut dire aux enfants, c'est qu'on ne peut être amis et on ne peut discuter avec des gens que si on ne les connaît physiquement. Le premier conseil à donner aux parents et aux enfants, c'est accepter sur vos réseaux sociaux des gens que vous connaissez physiquement. Parce que très souvent, les individus avec lesquels ils parlent utilisent de faux profils pour justement entrer en contact avec des enfants. Mais ils n'ont absolument pas l'âge qu'ils donnent. Ces faux profils-là, cette manipulation dont on parle, d'ailleurs, il existe même un manuel du parfait pédophile, 200 pages, avec les précautions à prendre, le sirop à prendre pour endormir l'enfant, comment le désensibiliser à la violence physique et mentale, les meilleurs moments pour le kidnapper, je dis ça avec un cynisme terrible, je suis glacée, comment se défendre au mieux si on se fait attaquer, évidemment, par des commandants de police et autres personnes. C'est-à-dire que il y a un moment, enfin, je veux dire, tout est pensé
pour pouvoir être dans la manipulation de l'enfant. Ah mais complètement. Pour nous, c'est totalement aberrant, ça dépasse l'entendement. Pour eux, c'est totalement normal. Ils normalisent leur comportement, ils se légitiment. J'ai vu sur les forums de discussion des jeunes de 16 ans arriver en disant « Ah bah je suis très content de vous trouver parce que j'ai une attirance pour les petits enfants et je pensais que j'étais complètement dingue. Et en fait, je me rends compte que c'est tout à fait normal et que je ne suis pas seule. » Et tout le monde de l'accueillir en lui disant « Mais bien sûr, tu es le bienvenu. D'ailleurs, il faudrait que tu installes ceci ou cela sur ton ordinateur pour ne pas te faire prendre. » Donc c'est un autre monde, mais c'est le monde qui est composé d'individus qu'on voit, en fait, qu'on rencontre. Ce sont des gens qui ont des vies de famille, qui ont des jobs, qui ont des boulots. Enfin, c'est des gens qu'on est susceptible de connaître. Quand vous rencontrez ces criminels, j'imagine que vous avez été en contact avec eux. Oui, je les entends. Voilà. Que disent-ils? C'est-à-dire qu'ils sont complètement... Il y a plusieurs types, d'ailleurs, on entend hein, dans ce film, il y a plusieurs types de réactions. Celui qui vraiment est complètement satire et fou, celui qui... Alors, il y en a qui expliquent que c'est leur mode d'existence, que les enfants qu'ils abusent, ce sont des enfants qu'ils aiment. J'ai même eu un individu qui m'a indiqué qu'il voulait se marier avec sa victime. Alors quand je lui ai répondu qu'elle avait 3 ans, que c'était un petit peu compliqué, il m'a dit qu'il était vraiment droit dans ses bottes en disant « c'est la femme de ma vie ». Il y en a qui se défendent en disant « je ne fais qu'échanger du contenu pédocriminel, je ne passe pas à l'acte sur les enfants ». Donc ils se dédouanent complètement, sauf qu'on a l'habitude de répondre que c'est la politique de l'offre et de la demande. À partir du moment où il y a quelqu'un qui sollicite du contenu pédocriminel, il faut bien qu'il soit créé. Et pour le créer, il faut bien abuser d'un enfant, capter l'image et la diffuser. Mais ne serait-ce que déjà d'échanger du contenu pédocriminel, on peut rappeler... C'est une infraction. Voilà, déjà. Oui. Non, parce que c'est quand même important de le rappeler. Plusieurs formes, effectivement, qui existent pour pouvoir toucher ces victimes, pour pouvoir les happer, notamment le live streaming. J'aimerais qu'on en parle. Peut-être je vais vous laisser le faire, parce que moi, j'ai peut-être trop d'émotions par rapport à ça. Mais c'est la façon dont on... Comment on dit Le live streaming, c'est vraiment pouvoir commander un viol sur mesure à distance et y assister en direct sur une application de messagerie vidéo. Ça va être Skype, WhatsApp, Zoom, Facebook Messenger, ce qu'on veut. Donc vraiment, c'est le fait de le commander sur mesure, de dire à telle heure je me connecterai, je veux voir un enfant de 4 ans violé de telle manière, torturé de telle manière, et ça se passe en direct. Et ça se passe essentiellement sur des enfants aux Philippines, mais pas que. Il y a d'autres pays aussi qui sont producteurs de ce type de contenu. Et là aussi, comme pour rebondir sur ce que venait de dire Véronique, là c'est vraiment l'offre et la demande. S'il n'y avait pas des clients pour demander ces viols, ils n'auraient pas lieu. Et la particularité, c'est qu'ils sont beaucoup produits par les mères des victimes ou par le cercle familial des victimes. C'est aussi quelque chose de très spécifique à ce crime. Alors justement, je voulais y venir parce que effectivement, c'est une partie très importante de ce film où l'on voit, alors les commanditaires, on le rappelle, hein, sont pour la plupart des hommes derrière leurs écrans, mais effectivement, les violeurs, ceux qui commettent les viols, et on le voit surtout notamment aux Philippines, en tout cas c'est le pays qui est indiqué, et je connais bien le sujet puisque je suis marraine d'une association qui défend justement ces enfants-là. Les violeurs, ceux qui commettent les viols, sont souvent les mères de ces enfants ou les grands frères, les petites sœurs, enfin l'entourage proche de ces enfants, qui sont complètement dans une innocence complète, mais dès l'âge de 3 ans, et on va y venir même avant. Même avant, même des nourrissons. Voilà, il y a des familles où c'est l'ensemble des enfants qui sont victimes. Moi, je suis allée dans des foyers d'accueil de ces enfants qui sont secourus, donc grâce aux opérations de police, mais quand ils sont secourus d'un trafic, ils sont aussi séparés de leur famille. Et donc ensuite, il faut trouver une place dans des foyers d'accueil, et on voit que tous les enfants quasiment ont été victimes de la même fratrie. Et ensuite, il faut arriver à pouvoir les réunir pour qu'ils puissent grandir ensemble. Mais c'est un double traumatisme. Là, on compte plus le nombre de traumatismes dans le millefeuille de traumatismes que ces enfants peuvent connaître. Quand on parle de traque, c'est bien le mot qui est employé pour ce film. Je rappelle Véronique Béchut, donc vous êtes commandant de police et chef du pôle stratégique de l'Office mineur. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, là, en l'occurrence, aux Philippines, il y a une équipe qui est envoyée. On la voit arriver sur place, traquer. Comment fait-on pour pouvoir justement préparer cette intervention afin de ne pas être détecté, mais d'arriver juste avant ? Alors, on utilise l'enquête sous pseudonyme, qui est une technique d'enquête spéciale pour laquelle il faut être spécialement formé et habilité, en tout cas en France, par un procureur général. Tout le monde ne peut pas exercer ce type de technique spéciale d'enquête.
Alors, nous, en France, nous n'avons pas la possibilité de faire comme ça a été expliqué dans le documentaire de Laetitia, parce que nous ne pouvons pas provoquer à la commission de l'infraction. Ça entraînerait la nullité de la procédure pénale. Et donc, les Américains, eux, ont cette possibilité. Donc, ils vont se connecter en ligne, ils vont se faire passer pour des clients, ils vont solliciter un contact visuel avec l'enfant, parce qu'aux Philippines, ils ont aussi la difficulté qu'il faut qu'il y ait un flagrant délit, c'est-à-dire qu'on puisse constater de visu la commission de l'infraction ou la commission juste à venir. Et donc, vous avez une équipe aux États-Unis qui provoque l'infraction et qui donne le top départ à partir du moment où ils ont les enfants de visu et que le show va commencer. L'équipe qui est sur place aux Philippines... Le show, pardon, c'est le viol en direct, hein, qu'on soit clair. Exactement. Il y a l'équipe philippo-américaine qui intervient et qui interpelle les protagonistes et qui mettent en sécurité les victimes. On parle des Philippines, mais c'est une illustration de ce qui se passe évidemment dans le monde entier. Ce n'est pas que là-bas. Malheureusement, c'est un drame absolument partout dans le monde. Vraiment, je vous rappelle les chiffres. Ils sont très édifiants. Un enfant sur 3 dans le monde est sollicité sexuellement sur Internet et 1 sur 5 est victime de violences sexuelles en ligne ou hors ligne. On parle de l'âge des enfants. Vous avez évoqué effectivement un âge encore plus tôt. Dans tous les cas, c'est absolument vomitif et dramatique. Mais j'avoue, je ne pensais pas qu'il existait un mot pour définir l'attirance sexuelle pour les nourrissons. Ça s'appelle la népiophilie. C'est le moment où j'ai dû mettre pause sur mon écran. Je comprends. Je crois que vous n'êtes pas la seule. Je crois que c'est ce qui a donné des cauchemars à beaucoup de spectateurs du film. Ça m'en a donné aussi, hein, pour tout vous dire. Mais c'est pareil. C'est là, en fait. C'est là. Et on voit ces images circuler sur l'Internet classique, sur le Darknet. Véronique, dans le film, parle de tutos entre eux pour ne pas laisser de traces en violant un nourrisson. Au bout d'un moment, il faut quand même prendre conscience de ça. C'est absolument terrifiant. Certainement, mais il faut absolument en prendre conscience. Là, c'est pas possible de fermer les yeux. Là, évidemment, on imagine les sanctions, mais en tout cas, on a envie d'en parler. On n'a pas forcément le temps aujourd'hui, mais en tout cas, évoquons cette situation clairement explosive et la réalité de réponse en face. Comment la société en général peut laisser développer, et je parle évidemment des acteurs des GAFA, enfin des autres, cette prolifération sur Internet sans jamais réagir? Alors pour l'instant, en tout cas nous on est destinataire de nombreux signalements des sociétés du net, hein, puisque pour 2023 on a quand même reçu 318 000 signalements de faits pédocriminels constatés sur leur plateforme. Donc ils font une détection volontaire qui nous permet en fait d'aller à la source de ce qui se passe, chose qui ne sera très bientôt plus possible, puisque au niveau de la Commission européenne, il y a des difficultés pour faire passer un règlement qui perdure cette détection volontaire des sociétés du net. Et dans très peu de temps, on sera totalement aveugle. Mais c'est la protection des données qui ne va pas, qui fait défaut? Exactement. C'est ça, en fait, le fer de lance des détracteurs de cette détection volontaire, c'est évidemment la protection des données personnelles. Ce qui est argumenté, en tout cas, c'est ça? Oui. Voilà. Oui, c'est ce qui est avancé. Et par exemple, Annie Farid, dans mon film, dit bien que dans la société, dans le monde hors ligne, quand on va à l'aéroport, on n'a aucun problème à se faire fouiller, à faire fouiller nos bagages. On renonce à une partie de nos libertés pour la sécurité de tous. Mais quand ça touche à la sécurité des enfants, bizarrement, là, il y a une énorme résistance. Et notamment, on vient brandir cette protection des données personnelles, ce qui quand même obligerait un peu tout le monde à réfléchir avant d'utiliser un Gmail, un iPhone, avec un traceur, etc. C'est-à-dire que c'est quand même dans nos vies quotidiennes. Mais là, quand on dit il va y avoir un dispositif qui va permettre de détecter ce contenu, là, ça ne passe pas. Laetitia, on a parlé des Philippines, on a parlé du monde entier, on a vu cette carte du monde dans les images au tout début, évidemment. On a parlé aussi de cette carte en temps réel de toutes les images de pédocriminalité, on dit ça comme ça, qui sont échangées et que vous avez partagées lors de ce sommet. J'aimerais juste qu'on fasse un dernier mot par rapport à la situation. Vous avez fait ce documentaire-là, ça fait 22 ans que vous travaillez sur ce drame. Beaucoup d'entre nous sont absolument écœurés, veulent agir, mais on a l'impression, en tout cas j'aimerais votre sentiment, que
voilà, on rame un peu et qu'il ne se passe pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut espérer demain? Qu'est-ce qui ferait que les choses changeraient? Personnellement, j'aimerais bien que mon documentaire donne envie au pouvoir public et à ceux qui ont les moyens de donner les moyens à ceux qui luttent de le faire. Parce que quand même, ce film, c'est aussi un hommage à toutes les forces de police qui travaillent au quotidien. Et Dieu sait que c'est dur pour eux de le faire. Donc s'ils ont plus de moyens, plus de ressources, et tous me disent, moi, si j'arrive à sauver ne serait-ce qu'un enfant en me levant chaque matin, j'ai gagné. Donc il faut leur donner les moyens d'agir. Je pense qu'à des niveaux beaucoup plus raisonnables, il faut parler à nos enfants, très clairement, communiquer, parler un maximum. Et à un moment donné, il faudra aussi que la Tech Company prenne ses responsabilités. Véronique Béchu. Oui, je suis d'accord avec Laetitia. Après, je pense qu'il y a également un gros travail de sensibilisation des parents qui donnent un outil numérique à leurs enfants, parce qu'on ne peut pas donner un support numérique à un enfant sans lui avoir appris à l'utiliser en toute sécurité. Beaucoup de parents méconnaissent ces techniques de mise en sécurité. Donc, voilà, il y a un apprentissage à faire de chaque génération pour une bonne utilisation, en bonne intelligence et en toute sécurité de l'outil numérique par l'enfant. Et avec ça, je pense qu'il y aura nettement moins de faits au moins de grooming, de sextorsion. Ils auront les réflexes pour signaler des faits dont ils sont victimes ou des tentatives de sollicitation. Tout ça, ça se met en place. Il faut juste que, là, on patine un peu. Ce serait bien d'avancer un petit peu plus rapidement. Je vous conseille le livre de Véronique Béchu, Derrière l'écran, Combattre l'explosion de la pédocriminalité en ligne. Une policière lance l'alerte. C'est chez Stock, évidemment disponible partout. Et bien sûr, le documentaire réalisé par Laetitia Oanana, qui est ici, Pédocriminel, la traque, qui était diffusé sur Arte, qu'on peut retrouver en replay très facilement. C'est à voir absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux d'être venus sur le Grand JT. On marque une courte pause et on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Jacques Martial. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris, en charge des Outre-mer. Alors, on va parler de cette fameuse nuit blanche. La nuit blanche, c'est génial. La nuit blanche, c'est un très bon moment. Je l'ai vécu à la fois quand j'étais plus jeune et à la fois quand j'ai commencé à démarrer en tant que journaliste et j'y travaillais. La nuit blanche dévoile les premiers éléments de sa programmation. C'est samedi 1er juin, avec un thème qui est le thème, on met à l'honneur les territoires ultramarins. Racontez-moi ce choix. Écoutez, on est en 2024, il y a un tout petit événement dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle les Jeux Olympiques et Paralympiques, où Paris va accueillir le monde entier. Le monde entier va être ici à Paris. Or, la France est d'ores et déjà dans le monde entier. Elle s'étend sur 4 continents, à travers 3 océans, le Pacifique, l'Atlantique, l'océan Indien. Ce sont les Outre-mer qui donnent à la France ce rayonnement. Et puis, ces territoires ultramarins sont... Moi, j'ai tendance à dire la multinationale à champion et médaille de la France, mais enfin, en tout cas... pourvoyeuses, pourvoyeuses d'immenses champions qui nous font rêver. Donc ça nous a paru absolument normal, en cette année olympique, de parler de cette grande France, de la vraie France, de la France telle qu'elle est. C'est la 23e édition, avec une directrice artistique qui s'appelle Claire Tancon, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà. Quel a été le choix de Claire pour cette direction artistique ? Alors Claire a souhaité inviter à Paris, à travers différents projets d'artistes, des projets d'installation et de performance performatif. On est dans le mouvement. On est dans l'idée olympique, justement. Dans l'idée olympique, voilà, exactement. Et puis elle a également souhaité que inviter les territoires ultramarins eux-mêmes à écrire avec Paris la plus grande, la plus longue nuit blanche de l'histoire des nuits blanches. C'est-à-dire que cette nuit blanche va commencer à 19h. Et oui, parce qu'il y a l'histoire des fuseaux horaires. Exactement, à 19h, donc jusque-là, tout est normal. Mais à 19h, là où le soleil se couche le plus tôt en France, et c'est en Nouvelle-Calédonie, et se terminant le plus tard en France, c'est à 19h en Polynésie française. Et à chacun de ces 19 heures, selon les décalages horaires, commence une nouvelle nuit blanche. Paris s'inscrivant après La Réunion et Mayotte, qui seront là. Paris commencera sa nuit blanche à 19 heures, et puis la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Donc c'est l'idée de donner l'expérience physique
temporelle de ce que c'est que la France réellement et tous ces territoires lorsque nous faisons en commun de l'art et nous parlons à nos publics. Et puis de rappeler aussi ce qu'est la France effectivement dans son ensemble, parce que sans faire de militantisme, on a l'impression que les territoires justement ultramarins sont un peu oubliés parfois. On en parle parce que l'actualité aujourd'hui est difficile et lourde, mais il faudrait que ce soit naturel de pouvoir justement parler de tous les territoires qui forment la France. On a des artistes absolument exceptionnels, magnifiques artistes. Alors, si vous voyagez, j'ai eu l'occasion dans une autre vie de diriger des institutions culturelles, et que ce soit à Rio de Janeiro, que ce soit à New York, que ce soit à Miami, que ce soit en Corée. Finalement, on trouve des artistes venus de Guadeloupe, de Martinique, de Polynésie. Ils y sont dans la sphère internationale, cordonniers étant souvent mal chaussés. Sur la scène nationale, ce n'est pas encore le cas, ou c'est moins le cas. Pas suffisamment représenté, en fait. Suffisamment, ou c'est en train d'arriver. On voit bien à la Biennale de Venise que c'est un artiste martiniquais qui aujourd'hui occupe le pavillon français de la Biennale de Venise. Donc les choses bougent, mais finalement c'est un mouvement qui nous emporte et qui arrive et qui va emporter Paris. Alors parlons-en justement de cette programmation, puisque vous venez d'évoquer effectivement cet artiste à la Biennale de Venise. Parlons de la programmation précise, je crois que vous l'avez entre les mains. Oui. Pas mal d'artistes qu'on va retrouver. Je vois Raphaël Barontini par exemple, ou Tabitha Rezer. Racontez-moi. Alors, Raphaël Barontini, c'est un artiste magnifique qui travaille avec le mas. Le mas, c'est ce tambour que l'on tape pendant le carnaval et qui accompagne les déboulés. On est dans la performance, et il travaille également sur des tissus et des tentures. Si vous avez eu l'occasion de vous rendre dans la grande nef du Panthéon, il a eu une installation absolument sublime dans la nef du Panthéon avec ces grandes toiles qu'il travaille. Mais en fait, ces toiles sont faites pour être portées, et il va nous inviter sur l'île aux Cygnes à traverser cette partie de Paris dans le 16e arrondissement de Paris, à traverser l'île aux Cygnes avec ces grandes toiles au son des masses, au son de ces tambours qui nous emportent. Oui, c'est un rituel, je le lis, un rituel d'origine hindoue qui est créolisé dans la Caraïbe, qui devient une battle entre deux groupes de masses, effectivement. Donc ça va être vraiment un effet à la fois musical, un effet scénique, un effet culturel aussi. Absolument. Un partage complet en fait avec les visiteurs. Absolument. Tous les artistes qui sont programmés s'inspirent de là où ils vivent, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils sont et de ce qui les constitue. Et le mas, le battle dont on parle, le battle de hip-hop, ça est né de cette tradition de la danse comme lutte, tout simplement dans les sociétés esclavagisées, comme la Guadeloupe, la Martinique, oui. Les esclaves n'avaient pas le droit de se battre. Ils n'avaient le droit de rien de toute façon. Ils n'avaient le droit de rien, mais certainement pas de se battre. Donc les règlements de compte, c'était le dimanche, sur la scène, on allait danser. Et les danses de combat que l'on connaît, que sont la capoeira, que sont le lakia, ce sont en fait c'est cette tradition de la danse de combat, et le mas en fait partie à sa manière, en fait partie à sa manière, et c'est cette tradition-là, cette culture-là qui aujourd'hui est transformée, et on a gardé le mouvement, les figures, c'est extrêmement codifié, les figures, et puis l'idée de la fête, parce que la Nuit Blanche, c'est une très grande fête. Une très très grande fête, une fête absolument géniale, en plus intergénérationnelle. Tout le monde s'y retrouve, peu importe l'heure, d'autant plus que là, ce sera la plus longue nuit blanche de l'histoire. On parle des installations qui ont été faites. Alors, il y a des performances évidemment musicales, des danses, beaucoup de musique, beaucoup de shows qu'on va retrouver un peu partout, des performances, et vous retrouverez tout sur le site, j'imagine, de la mairie de Paris. Mais les installations, parlons-en, parce que évidemment, lorsqu'on parle d'artistes, quels qu'ils soient, il y a des œuvres magistrales. Absolument. Œuvre magistrale, eh bien, ça va être Khaldoun. Khaldoun Requiem. Khaldoun Requiem. Ouais. Qui va nous emporter à Montmartre.
dans les jardins de Montmartre, dans le jardin Louise Michel. Et Khaldoun de Abdelwaheb Sefsaf nous raconte la Nouvelle-Calédonie. Où en 1878 vont se retrouver Louise Michel, vont se retrouver des Kanaks, vont se retrouver des Algériens kabyles. Nous sommes dans la période de la conquête coloniale. La Nouvelle-Calédonie est conquise et les bagnes sont construits et se retrouvent sur cette terre. Ces trois populations, les communards donc, qui ont fait la révolution à Paris, les Kabyles qui ont été envoyés au bagne, et c'est une rencontre de ces peuples. Et Abdelwaheb Sefsaf, dans ce spectacle, ce moment extraordinaire, nous propose une installation de deux œuvres magistrales à voir. Je ne vous dévoile pas ce que vous y verrez, mais c'est absolument magnifique de poésie, c'est saisissant, cela peut inquiéter, mais c'est inquiétant, et ce sont l'histoire des traversées, l'histoire des peuples, et c'est ce que l'on va voir au jardin, sur la butte Montmartre. Effectivement, cette installation, moi j'attends de la redécouvrir réellement. Alors aussi des projections, et je vois que dans le parc de Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris, il y aura une projection, c'est Laura Hainaut, ça s'appelle Coropa, il me semble, si je n'écorche pas le nom. Première projection en plein air du film Coropa de Laura Hainaut, appellera à l'expérience immersive de la nuit dans la nuit. Oui, là, alors nous sommes à Mayotte. Nous sommes à Mayotte, nous sommes dans une traversée nocturne, enfin on va le découvrir, et là aussi c'est un film à découvrir, c'est une vidéo artistique en fait, même si elle est documentaire, où l'on va apprendre ce que c'est que la traversée de gens qui pour survivre vont traverser la mer sur des bateaux de fortune et découvrir ce personnage, je ne vous en dis pas plus, qui va nous guider dans la nuit noire vers, on l'espère, un avenir meilleur. Alors, un petit mot sur Claire Tancon quand même, parce que pour ceux qui ne la connaissent pas, effectivement, je rappelle qu'elle est directrice artistique de cette fameuse Nuit Blanche, dont le thème est l'ultramarin, donc avec des fuseaux horaires immenses, puisque la France, effectivement, c'est très large, c'est très grand, c'est 3 océans, enfin c'est absolument dingue. C'est le 2e domaine maritime du monde, hein. La France. Et oui, on ne s'en rend pas compte. On se rend pas Merci vraiment. de l'avoir redit. Très concrètement, c'est vrai. C'est plus grand que la Chine. Et c'est raison pour laquelle, d'ailleurs, de manière très politique, en ce moment, il y a des pays qui lorgnent sur les territoires français du Pacifique, parce que ce domaine maritime, ils voudraient bien le capter. Non, c'est très grand, la France. Alors, on voit, bien sûr, je le disais tout à l'heure, mais on parle beaucoup de la Nouvelle-Calédonie en ce moment. Est-ce que vous pensez que, grâce à Claire Tancon, justement, grâce à vous, à tous ceux qui œuvrent pour cette Nuit Blanche, eh bien, cela permettra aussi, peut-être non pas, je ne vais pas dire le mot réconcilier, mais en tout cas, de pouvoir associer davantage le monde ultramarin à la métropole et de pouvoir faire une vraie France, une France unie, globale, dont on parlerait tout le temps, qu'elle soit à gauche, à droite, devant. Ça participe de cela. Nous sommes à Paris. Paris, c'est une capitale. C'est la capitale de ce pays. Mais Paris n'est pas la France. Paris n'est pas la France, mais nous sommes la capitale d'un pays. À ce titre-là, nous avons une responsabilité de pouvoir parler à toute la France. Et la France ultramarine, eh bien, est une France à laquelle, moi je parle en tant qu'élu en charge des Outre-mer, mais à laquelle nous souhaitons de manière symbolique, de manière artistique aussi, parler, que nous souhaitons inviter à participer. C'est le sens de ce qu'a voulu Claire Tancon également, en invitant les territoires des Outre-mer à organiser chez eux ces nuits blanches qui seront également visibles sur le site numérique d'une chaîne de télévision, voilà, pour permettre de vivre ensemble, vivre en commun, vivre ensemble, tiens. Un moment historique, un moment poétique, un moment politique, parce que les artistes sont politiques aussi. Ils n'essaient pas d'échapper à ce qu'ils sont, mais de le vivre ensemble et puis d'avoir l'expérience du sensible.
Et alors, pardon, mais dernière question, a priori c'était en octobre la Nuit Blanche pendant des années. Pourquoi l'avoir fait plutôt en juin? Eh bien parce qu'en juin, c'est comme en mai, il fait très beau. C'est vrai, j'avais oublié qu'il pleuvait, qu'il ne pleuvait pas aujourd'hui, évidemment. Il y a eu une consultation, voilà, en demandant est-ce que vous souhaitez qu'on continue en octobre ou que l'on passe en juin. Et les Parisiennes et Parisiens ont répondu juin, dont acte. Et depuis l'année dernière, la Nuit Blanche se déroule le premier week-end de juin, qui tombe cette année le 1er juin. Voilà, donc un week-end de festivités, la Nuit Blanche à ne pas rater. Peu importe où vous serez, là on parle évidemment de Paris, puisqu'on est avec Jacques Martial qui est adjoint à la mairie de Paris en charge des Outre-mer, mais évidemment ça se passera partout sur le territoire, dans tous les territoires, soit en métropole ou évidemment dans les territoires ultramarins qui, je vous le rappelle, est la thématique de cette Nuit Blanche, en espérant que ce soit une thématique qui soit préservée pour toutes les autres Nuits Blanches et autres événements. Je suis d'accord. Et des artistes en général. Merci beaucoup Jacques Martial d'être venu sur le plateau du Grand JT. Et puis donc on se retrouve samedi dans les rues de Paris. Et tout de suite on va retrouver Guillaume Ouattara pour sa chronique. Guillaume, pour votre chronique, vous avez décidé de faire le tour du monde de l'actualité de l'éducation, direction l'Allemagne pour commencer, où des images racistes ont choqué le pays. Une vidéo qui fait le tour du monde. Je vous laisse la regarder et puis on revient juste après pour la commenter. Alors, la scène se déroule à Sylt, c'est une île allemande, ça se passe lors du week-end de la Pentecôte, dans le Pony, un bar branché qui accueille des jeunes friqués, enfants de stars, d'artistes, qui viennent tous d'une école aux alentours. Eh bien, ce qu'il y a de choquant, c'est la chanson. Alors la chanson, vous la connaissez, c'est L'amour toujours de Gigi D'Agostino, qu'on entend l'air, Simplement, les paroles ont été légèrement, voire totalement modifiées par ces jeunes qui chantent Ausländer raus, comprendre les étrangers dehors. C'est leur grand hymne, qu'on les entend scander, cette jeunesse dorée allemande, Ausländer raus, Ausländer raus. Et si vous avez bien vu sur cette image, c'est assez rapide, mais on voit l'un des jeunes qui met ses deux doigts en forme de moustache, pour appeler la moustache d'Adolf Hitler, et qui fait un salut nazi. Les fêtards se comportent comme s'ils passaient un bon moment, comme si c'était normal de brailler des slogans d'extrême droite et de faire un salut hitlérien en sirotant des spritz et du rosé. Voilà le commentaire du quotidien Die Tageszeitung. Le débat fait rage. Donc en Allemagne, on ne comprend pas vraiment ces images, où on essaye de savoir aussi quel est le lien avec cette école, puisque tout cela se passe aussi dans un contexte scolaire, avec des jeunes qui se connaissent pour ça. Et le débat porte aussi sur la banalisation d'une forme très avérée de racisme dans la jeunesse allemande. Il y a eu un petit commentaire du site d'extrême droite français Boulevard Voltaire, d'extrême droite, qui se demande si Ausländer raus ne sera pas le tube de l'été. Voilà. Pas sûr que nous partagions tous les mêmes goûts musicaux. Accordons le bénéfice du doute sur le cynisme peut-être. Continuons ce journal en Suisse, où l'on connaît également une pénurie d'enseignants. Pour y faire face, le canton de Berne a mis en place une formation destinée aux professeurs étrangers pour qu'ils puissent y enseigner justement. Oui, bon, on change totalement de sujet et de pays. En Suisse comme en France, il va manquer un certain nombre d'enseignants dans les prochaines années, et on chiffre ce nombre d'enseignants manquants à 30 000 d'ici 2031. C'est le quotidien suisse Tages-Anzeiger qui nous le relève. Alors, comme en France, on a d'abord cherché à recruter massivement du côté d'autres personnels suisses, des banquiers par exemple, qui se sont reconvertis en enseignants. Mais ça n'est pas assez pour faire face à la pénurie. Eh bien, les Suisses ont décidé d'aller chercher des professeurs étrangers. Vous êtes enseignant en France par exemple, vous avez envie d'enseigner dans le canton de Berne en Suisse, eh bien, une formation a été mise en place. Elle est donc ouverte aux enseignants qui sont déjà titulaire dans un pays étranger. On vous apprend les bases de l'enseignement en Suisse, des règles, le programme scolaire pour que vous soyez adapté à l'enseignement. Pour celles et ceux que l'aventure suisse tente, sachez qu'après un an de carrière, un enseignant en Suisse touche 8 000 francs suisses.
par mois, c'est-à-dire 4 fois plus qu'un enseignant français après un an de carrière, à peu près 8 000 €. Donc ça peut donner envie de changer de vie et de passer outre-Rhin. Je pense que le niveau de vie n'est pas le même. C'est aussi la comparaison qu'il faut faire. Merci beaucoup. Merci. Ah non, oui, vous terminez, il y a toujours... Ah, mais c'est pas terminé, ouais. Excusez-moi. Oh là là, pareil, on va continuer le tour du monde. Effectivement, c'est pas terminé avec les États-Unis où on observe bien, dans le pays un regain de popularité pour les métiers manuels. La dernière information, effectivement, de ce JT international. Aux US, on a une désaffection croissante pour les études supérieures. Pourquoi ? Eh ben d'abord parce que ça coûte cher d'étudier aux États-Unis, plusieurs dizaines de milliers de dollars chaque année. Ensuite, le contexte économique, il est assez défavorable pour les métiers tertiaires. On connaît du chômage dans certains secteurs, un peu comme la France. Et puis, enfin, on se pose des questions sur l'intelligence artificielle qui, là-bas, se développe à vitesse grand V et qui fait se demander aux jeunes si les métiers auxquels ils se forment aujourd'hui auront une utilité demain. Voilà les raisons qui expliquent cette phrase du Wall Street Journal. L'Amérique a besoin de plombiers et la génération Z répond à l'appel. On observe ainsi une augmentation de 16% des inscriptions dans les écoles qui forment aux métiers manuels, 23% en particulier dans le domaine de la construction. On va parler chiffres encore. Quand on débute dans les métiers manuels aux États-Unis, plombier, maçon ou tous les métiers de la construction, on touche en général un salaire qui débute autour de 50 000 $ par an et qui peut très vite grimper à 100 000 $, voire plus pour celles et ceux qui montent leur propre entreprise. C'était dommage effectivement de passer à côté de cette information. Merci beaucoup. Merci Guillaume. On va tout de suite retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, son invitée est Louise Monod. À l'école, tu étais quel genre d'élève ? J'étais pas une excellente élève, sincèrement, mais j'étais sérieuse. Disons que j'étais pas très bonne élève et en plus... Enfin, je foutais pas le bordel, quoi. T'étais sage. Ouais, j'étais plutôt sage et consciencieuse, mais j'avais pas une passion pour les études, clairement. Après, c'est venu, je veux dire, après, quand j'ai choisi, à l'époque, on disait littéraire, ou moi, j'étais en littéraire, j'adorais la philo, mais ça dépend aussi du prof sur lequel tu tombes, tout ça. Enfin, mais là, quand tu peux plus choisir tes matières... Ça n'a pas été un plaisir d'aller à l'école ? Non, pas plus que ça. Peut-être t'avais des amis ? Oui, en fait, c'est marrant, j'avais plus d'amis au primaire. Et après, j'ai changé d'école. Et puis, j'ai commencé tôt à tourner, à faire un peu de mannequinat. Et je pense que ça a quel âge ? À 15 ans. OK. Et j'avais gagné un concours... Est-ce que c'est dans tes fiches, ça ? Je ne sais pas. C'est pour plus tard, la carrière. Oui, voilà. Vas-y, dis-nous. Non, mais c'était un concours d'un magazine qui n'existe plus, je pense, aujourd'hui, qui s'appelait le magazine 20 ans. D'accord, ok, et, ouais. Et j'avais gagné le concours et donc j'étais au collège, j'avais 15 ans. Oui, ça t'avait mis en lumière. Oui, et j'étais pas la populaire de l'école du tout. Donc c'est sûr que ça change un peu les choses. Est-ce que tu es devenue populaire suite à ça, justement, ou pas du tout ? Oui et non, parce que je crois que je suis restée la même, mais il y a des gens qui tout à coup... T'ont découverte les mecs tout à coup ils disent « Ah, elle est belle tu vois, ou les filles, tout à coup, t'es leur meilleure amie, ou alors au contraire, moi aussi, si j'avais fait le concours, j'aurais gagné. Enfin bon, t'as de tout, évidemment. Oui, un peu de jalousie. Un petit peu, mais j'en ai pas non plus souffert énormément, mais un petit peu. Mais les amitiés qui m'ont marquée, c'était plus au primaire qu'au collège. Tu les as conservées ? Non, mais il y en a une, c'est fou, je l'ai recroisée, c'est incroyable, dans la salle de sport d'un de mes derniers tournages. Je visitais l'hôtel et je tombe sur elle sur le tapis en train de courir et c'était vraiment ma meilleure amie. Mais tu l'avais pas revue d'enfance. Et je l'avais revue il y a quelques années vite fait, mais on a un peu perdu le lien. Mais bon, ta meilleure amie d'enfance, ça reste toujours, elle est toujours dans ton cœur. Donc c'était. Et là, de la croiser par hasard, ça n'a pas permis de renouer un... J'ai vu ses enfants, enfin c'était fou. Est-ce que tu as été victime de harcèlement au lycée, au collège ? Non, vraiment le harcèlement, comme on l'entend, non. Parce après, que du fait d'avoir cette exposition qui te met un côté différent, qui doit créer de la jalousie aussi, peut-être. Non, j'ai eu de la chance là-dessus, mais plus jeune, j'ai plus des souvenirs. C'est marrant encore, plus jeune, des trucs de jalousie, mais qui n'ont rien à voir avec le métier pour le coup. Non, je crois que je me protégeais assez. Non, mais des trucs du style. Mais c'est vraiment, j'étais beaucoup plus jeune. Si tu me rapportes pas ça demain, genre c'était des calots, non, à l'époque. Je me souviens au début, je sais pas, ça m'a marqué ce truc. Genre, si tu me rapportes pas demain, tu vas voir. Enfin, une espèce de menace. Mais je pense que, comme il y en a entre enfants, j'ai pas non plus. C'est parce que tu avais l'air sage, en fait. Ouais, sûrement. J'ai essayé sûrement de m'intégrer dans les groupes. J'étais très timide, moi. Tu l'es encore ? Ouais. Même avec ce métier ? Ouais.
Si je te demande là spontanément comme ça un souvenir marquant de ton enfance, de ton éducation, de l'école, qu'est-ce qui te vient? Que ça soit douloureux, joyeux. Alors attends, de l'éducation, de l'école. De l'école. Bon, alors vraiment, c'est pas très intéressant, mais parce que j'étais dans une école qui était assez stricte, encore une fois au primaire, donc c'est plus cette partie-là de ma scolarité qui m'a marquée, parce que j'avais pas commencé mon métier, donc c'est vraiment la scolarité pure et dure, et c'était très strict, et je me souvien, il fallait vraiment être en rang, et je me souviens de porter un legging, ça me dit rentrez votre t-shirt, mademoiselle, dans votre leggings, enfin, c'était très bon, on n'avait pas d'uniforme, mais c'était... Ouais, c'était cadré, mais je trouve que le cadre, c'est important aussi, finalement. Tu regrettes pas d'avoir eu ce cadre-là? Non, parce que j'ai des souvenirs de rigolade avec mes copines, enfin, de m'éclater aussi à côté. Donc, j'étais très heureuse là-bas. Est-ce que tu avais une matière favorite? Non. La philo, mais c'est venu, en fait, pas par mon prof qui était au lycée, mais par quelqu'un qui m'aidait à côté, qui m'a fait adorer la philo. À côté, tu avais... J'avais de l'aide. Enfin, j'avais de l'aide, ouais, parce que c'était l'année du bac et que je pense que j'avais pas des super notes à l'école en philo, et c'était quand même coef 7. Et du coup, j'avais été aidée par une jeune fille à côté, et du coup, j'ai une bonne note au bac, et elle m'a fait vraiment aimer ça. Comme quoi, ça compte, vraiment, qui vous enseigne. Ouais. C'est pas tellement la matière, c'est plus qui enseigne. Et c'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Louise Monod. À demain. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé ces émissions. À la réalisation aujourd'hui, c'est Angèle Jean Girard. Le son, c'est Héloïse Merlin. Le maquillage, Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.